L'univers est-il dans un trou noir et cela répond-il à toutes nos grandes questions cosmiques sur le Big Bang et sur ce qu'il y a à côté de l'univers? C'est possible et dans cette vidéo, nous partons ensemble pour un voyage sauvage à travers l'espace et le temps, alors attachez bien vos ceintures et préparez-vous à une crise d'identité cosmique. Et si vous l'aimez, vous pouvez m'aider en levant le pouce et en commentant, car cela activera l'algorithme de YouTube pour montrer ce sujet passionnant à encore plus de personnes. Merci beaucoup les gars et bienvenue. Que s'est-il passé avant le Big Bang? Qu'y a-t-il à côté de l'univers et pourquoi ne pouvons-nous pas sortir de l'univers? La théorie selon laquelle l'ensemble du cosmos se trouve dans un trou noir fournit des réponses étonnamment bonnes à toutes ces questions. Nous allons en faire une petite enquête statistique. Écrivez-moi au début de la vidéo pour me dire ce que vous pensez de cette théorie. Selon vous, l'univers pourrait-il vraiment être dans un trou noir ou non? Et à la fin de la vidéo, nous verrons encore une fois si l'ambiance a changé. Pour comprendre si l'ensemble du cosmos est abrité par un trou noir, nous devrions d'abord voir ce qu'est un trou noir, car ces choses sont pour moi vraiment les objets les plus fascinants du cosmos. Il existe de nombreuses idées fausses sur les monstres gravitationnels, comme par exemple le fait qu'ils absorbent tout. Si c'était le cas, notre Terre aurait déjà été engloutie depuis longtemps. Commençons par une petite leçon d'histoire. L'idée d'un trou noir a été décrite pour la première fois en 1783 par le naturaliste anglais John Michell, qui le décrivait encore comme une étoile sombre. Cela ressemble un peu à l'étoile de la mort, mais c'était en fait déjà une description très précise des trous noirs. Il l'a formulé comme suit: si le rayon d'une sphère de même densité que le Soleil dépassait celui du Soleil dans un rapport de 500 à 1, un corps tombant d'une hauteur infinie vers elle aurait à sa surface une vitesse plus élevée que celle atteinte par la lumière. Par conséquent, en supposant que la lumière soit attirée par la même force proportionnelle à sa masse que les autres corps, toute la lumière émise par un tel corps reviendrait vers lui en raison de sa propre gravitation. Ceci est valable en supposant que la lumière est influencée par la gravitation de la même manière que les objets massifs. Au début du XXe siècle, Albert Einstein et sa théorie de la relativité, ainsi que Karl Schwarzschild et ses calculs, ont jeté les bases physiques de la description des trous noirs. Schwarzschild a inventé les termes d'horizon des événements et de singularité et a calculé que tout objet situé dans une certaine zone ne peut plus laisser la lumière s'échapper s'il est suffisamment condensé. Par exemple, si la masse du Soleil était comprimée à un rayon de 3 km, aucun rayon de lumière ne pourrait plus s'échapper de sa surface. Chacun d'entre nous pourrait donc devenir un trou noir si nous étions suffisamment comprimés. Voilà une belle perspective. Pendant longtemps, les trous noirs n'ont été que des théories physiques. Les preuves définitives n'ont pu être rassemblées que lorsque la technologie est devenue plus avancée. Aujourd'hui, l'existence des trous noirs ne fait plus aucun doute. Au moins depuis que l'on a pu calculer en 2019 la représentation du trou noir supermassif de la galaxie M87 à partir d'images radio du télescope Event Horizon. Plutôt photogénique, je dirais. Mais qu'est-ce qu'un trou noir exactement ? Essayons de le définir en une phrase. Un trou noir est un objet dont la masse est tellement condensée que même la lumière ne peut plus échapper à la gravitation dans une certaine zone. L'aspect décisif est donc l'horizon des événements. L'horizon des événements est la limite au-delà de laquelle la gravité est si forte que même la lumière ne peut plus s'échapper. Selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein, la vitesse de la lumière est la plus rapide qui puisse exister dans l'univers. Si même la lumière ne peut pas s'échapper, alors rien ne peut s'échapper. Rien ne peut franchir l'horizon des événements de l'intérieur vers l'extérieur. Ni l'information, ni le rayonnement, et encore moins la matière. Cela permet de réfuter un préjugé tenace sur les trous noirs, à savoir qu'ils aspirent tout. C'est plutôt leur masse qui détermine leur influence gravitationnelle. Plus un trou noir est lourd, plus l'horizon des événements s'étend vers l'extérieur, mais aucun trou noir n'aspire tout, peu importe la distance à laquelle il se trouve. Il serait par exemple aussi envisageable de transformer de minuscules objets en trous noirs. Par exemple, cet ourson en gomme. Il suffirait que je le comprime suffisamment pour qu'il forme un minuscule horizon des événements, mais cette gravitation ne suffirait même pas à m'aspirer. En revanche, l'inverse est vrai. Et même si la gravité fait son œuvre, cela ne signifie pas que l'on est aspiré vers le centre en direction de la singularité. Au centre de notre galaxie, la Voie lactée, par exemple, se trouve un trou noir appelé Sagittarius A Stern. Ce monstre saisit tout à fait notre système solaire avec sa force de gravité. En ce moment même, nous tournons autour du centre de notre galaxie. Il nous faut environ 225 millions d'années pour effectuer une rotation.
C'est ce qu'on appelle une année galactique. Cependant, nous ne nous rapprochons pas de l'étoile Sagittarius A. Notre orbite de rotation est stable. Comme pour la Terre et le Soleil. Le Soleil saisit la Terre, mais la Terre n'est pas aspirée par le Soleil. Oups. Les trous noirs se distinguent donc par leur masse. C'est ce qui a amené le physicien John Archibald Wheeler à faire sa célèbre déclaration « Les trous noirs n'ont pas de cheveux ». Il voulait dire par là qu'ils n'ont aucune propriété, à l'exception de leur masse et, tout au plus, de leur moment cinétique et de leur charge électrique. Il en résulte différents types de trous noirs, les trous noirs supermassifs, les trous noirs stellaires et les trous noirs primordiaux. Les trous noirs supermassifs forment le noyau des galaxies et sont incroyablement lourds. Ils pèsent au moins plusieurs millions de fois plus que le Soleil. L'un des spécimens les plus lourds, Thon 618, pèse même 66 milliards de masses solaires. Les chercheurs ne sont pas d'accord sur la question de savoir si les trous noirs supermassifs étaient d'abord là et si les étoiles se sont ensuite rassemblées autour d'eux pour finalement former des galaxies, ou si les galaxies étaient d'abord là et si un trou noir s'est formé à partir de leur masse condensée au centre. Un peu, donc, la question de la poule et de l'œuf ou plutôt du trou noir et de la galaxie. Ensuite, il y a les trous noirs stellaires, ceux-ci représentent le produit final d'étoiles vraiment lourdes. Les étoiles ne sont pas éternelles. L'étoile moyenne peut ainsi poursuivre son processus de fusion pendant environ 10 milliards d'années et produire ainsi de la chaleur et de l'énergie. Lorsqu'elle n'a plus d'éléments à fusionner, c'est terminé. La plupart des étoiles se transforment alors en géantes rouges et deviennent plusieurs fois plus grosses qu'à l'origine. Les étoiles lourdes expulsent leur enveloppe de gaz dans l'espace de manière explosive, c'est ce qu'on appelle une supernova. Dans le cas des étoiles très lourdes, une partie de leur masse peut s'effondrer et se condenser au point de former un horizon des événements, c'est-à-dire un trou noir. Les chercheurs estiment qu'il y a au moins 10 millions de trous noirs stellaires dans notre seule Voie lactée. C'est-à-dire partout où une étoile suffisamment massive s'est effondrée. Et puis il y a aussi, peut-être, les mystérieux trous noirs primordiaux. Nous venons d'apprendre qu'en théorie, même des objets très légers pourraient être comprimés en un trou noir. Mais dans les conditions qui prévalent actuellement dans l'univers, cela ne semble guère possible. Avec quelle force un objet léger comme encore un ourson en caoutchouc, pourrait-il être comprimé au point de créer un horizon des événements? Peu après le Big Bang, c'est-à-dire le début de l'univers, les conditions étaient si extrêmes qu'il semble concevable que de nombreux mini-trous noirs, ou trous noirs primordiaux pour reprendre le terme des experts, aient été créés à cette époque. Il n'y avait alors pas encore d'étoiles qui auraient pu s'effondrer, mais des zones hautement comprimées dans la soupe primitive de l'univers, qui auraient pu être comprimées en minuscules trous noirs. Un tel trou noir primordial n'aurait même pas la force de gravité nécessaire pour engloutir la Terre. S'il s'approchait trop près de nous, il se contenterait de traverser la Terre en provoquant tout au plus quelques tremblements de terre. Une question vient immédiatement à l'esprit de beaucoup de gens lorsqu'ils pensent au trou noir. Où arriverait-on si l'on était englouti par un trou noir? Malheureusement, les scénarios de nombreux films hollywoodiens sont quelque peu irréalistes. Si l'on s'approchait trop près du trou noir, on se retrouverait d'abord dans ce que l'on appelle un disque d'accrétion, avec toutes les autres choses qui ont été prises par la gravité, c'est-à-dire le gaz, la poussière et ainsi de suite, et qui tourbillonnent autour. À l'intérieur de ce disque d'accrétion, les frottements peuvent générer d'immenses températures, de sorte que l'on est probablement bien grillé. Finalement, on dépasserait l'horizon des événements à un moment donné, mais on ne le remarquerait même pas. De l'extérieur, nous ne pouvons pas percevoir d'informations provenant de l'intérieur de l'horizon des événements, mais de l'intérieur, tout semble tout à fait normal. C'est-à-dire aussi normal que les choses peuvent paraître quand on est aspiré dans un trou noir. Pendant ce temps, vous êtes spaghettisé. La spaghettisation est un terme scientifique, que l'on peut donc utiliser généreusement dans toute thèse de doctorat, et qui a été inventé par le scientifique britannique Stephen Hawking. Il voulait dire par là que les objets en route vers le centre du trou noir sont étirés en longueur par la gravité et le mouvement de rotation. Vous devenez donc littéralement un très long spaghetti spatial. Bon, dernière blague sur la nourriture, promis. Et puis, très probablement, vous ne sortirez nulle part et pas tout à fait ailleurs. Vous ferez partie du trou noir lui-même, une soi-disant singularité. Un point incroyablement condensé, sans expansion, qui ne mesure même pas 1 millimètre. Votre masse en fait partie et le trou noir s'alourdit, ce qui entraîne un déplacement minime de l'horizon des événements vers l'extérieur. Quelques rares scientifiques pensent qu'il est également possible que des trous blancs existent. Ceci serait alors l'équivalent exact d'un trou noir. Alors que l'on ne peut pas passer l'horizon des événements d'un trou noir de l'intérieur vers l'extérieur, on ne peut pas passer l'horizon des événements d'un trou blanc de l'extérieur vers l'intérieur. En d'autres termes, il recrache tout. Si l'on poursuit le raisonnement, chaque trou noir pourrait être relié à un trou blanc. Vous entrez dans un trou noir et vous ressortez d'un trou blanc. Cette connexion serait alors une sorte de trou de verre,
mais ce n'est que de la théorie absolue. Une dernière chose, les trous noirs existent-ils pour toujours, dévorent-ils toujours plus et deviennent-ils toujours plus grands? Presque. Stephen Hawking entrera dans les livres d'histoire non seulement comme l'inventeur du terme spaghettification, mais aussi comme le découvreur du rayonnement de Hawking, qui n'a pas encore été prouvé hors de tout doute. Hawking partait du principe qu'à partir de l'horizon des événements, pour ainsi dire, des particules étaient créées par de mystérieux effets quantiques et qu'elles pouvaient ensuite quitter le trou noir. De cette manière, les trous noirs perdraient leur masse, mais très lentement. Si lentement que les trous noirs seront probablement les tout derniers objets à exister juste avant la mort de l'univers. Mais c'est là encore un tout autre sujet. J'espère que le sujet des trous noirs vous a captivé. Je vais juste m'attarder un peu plus sur le sujet de l'identification des spaghettis et des oursons en gélatine. Maintenant, nous savons ce que sont les trous noirs, mais pour que notre univers entier puisse y tenir, il faudrait un spécimen vraiment massif. Mais que savons-nous de ce qui se passe dans un trou noir? La NASA a essayé d'écouter très attentivement et a effectivement capté des sons provenant d'un trou noir. Et les enregistrements originaux, un peu effrayants, vous les entendez maintenant. Dans l'espace, je n'entends personne crier parce qu'il n'y a pas de bruit. C'est vrai? Ce n'est pas tout à fait vrai. Il s'agit d'une croyance erronée très répandue et c'est parce que ce n'est pas le cas que des chercheurs ont pu rendre un trou noir audible. Les trous noirs sont des objets dont la masse est tellement comprimée dans une certaine zone qu'il en résulte une singularité. Un point tellement écrasé qu'il n'a plus aucune extension, pas même 1 millimètre. Autour de cette singularité, la gravité est très forte et, dans un certain périmètre, même la lumière ne peut plus s'échapper. La limite au-delà de laquelle la lumière ne peut plus résister à la gravitation s'appelle l'horizon des événements et, selon la gravité du trou noir, cet horizon des événements atteint justement des dimensions de plus en plus grandes. Tout pourrait théoriquement devenir un trou noir, il suffit qu'il soit suffisamment condensé. Si vous parveniez à vous comprimer suffisamment et à devenir une singularité, vous auriez aussi un mini-horizon d'événements et deviendriez un trou noir. S'il vous plaît, n'essayez pas chez vous. Malgré leur nature engageante, les trous noirs influencent également leur environnement. Ils émettent de violents rayons d'énergie appelés jets. Ceux-ci se forment lorsque de la matière s'accumule autour d'un trou noir, dans un disque d'accrétion. D'énormes quantités d'énergie sont produites dans le disque d'accrétion et se déchargent à un moment donné sous forme de jets dans le cosmos. Les trous noirs émettent également des ondes gravitationnelles et de pression. Dans l'ensemble, on peut donc dire que les trous noirs n'avalent pas seulement des tas de trucs, mais qu'ils émettent aussi des effets qui influencent leur environnement. Et c'est ce que des chercheurs de la NASA ont mis à profit. Ils ont observé un trou noir dans l'amas de galaxies Persée, à une distance de 240 millions d'années-lumière. La NASA a écrit dans un communiqué de presse, les astronomes ont découvert que les ondes de pression émises par le trou noir provoquent des ondulations dans le gaz chaud de l'amas, qui peuvent être traduites en un son que les humains ne peuvent pas entendre, environ 57 octaves en dessous du Do moyen. Le trou noir interagit donc avec les nébuleuses de gaz chaud qui l'entourent, et la NASA a pu traduire cela en fréquences audibles. Et je ne veux pas vous faire languir plus longtemps. Tenez-vous bien, c'est le son d'un trou noir. Bon, il fallait le faire. Maintenant, voici comment sonne un trou noir. Effrayant ou, d'un autre côté, pas pire que la plupart des choses qui sont dans les charts en ce moment. Je le trouve surtout un peu spatial, je ne sais pas comment le décrire autrement. Mais cela pourrait fonctionner comme un fond sonore de Star Trek, non? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez ressenti en écoutant le trou noir et comment vous décrivez le son. Cela m'intéresserait beaucoup et j'essaierai de répondre au plus grand nombre de commentaires possible, promis. Le son n'est d'ailleurs pas exactement ce que vous entendriez si vous vous trouviez à proximité du trou noir, car les humains ne seraient pas en mesure d'entendre le son original. Et si vous vous trouviez à proximité d'un trou noir, vous auriez de tout autre problème. Les chercheurs de la NASA ont traduit le son dans le domaine audible pour nous, les humains. Sous la forme que nous venons d'entendre, les signaux sont jusqu'à 288 quadrillions de fois plus élevés que leur fréquence d'origine. On appelle ce procédé la sonification. Mais pourquoi pouvons-nous maintenant entendre quelque chose dans l'espace? Comme je l'ai dit au début, c'est une erreur de croire qu'il n'y a pas de son dans l'espace.
La majeure partie de l'espace est bien sur un vide dans lequel les ondes sonores ne peuvent pas se propager. Dans cette grande partie, le préjugé selon lequel vous ne pouvez effectivement rien entendre est vrai, et que personne ne vous entendra crier lorsque les extraterrestres vous attaqueront. Mais le vide n'est pas parfait partout. Dans des endroits comme les amas de galaxies, il y a de grandes quantités de gaz intergalactiques qui enveloppent des centaines, voire des milliers de galaxies. Comme une sorte de soupe de gaz dans laquelle nagent les galaxies. Super mince et impossible à voir à l'œil nu, mais ce gaz intergalactique suffit comme milieu pour la propagation des ondes sonores. Voici une belle paraphrase d'une chercheuse de la NASA. C'est comme une magnifique musique de film de Hans Zimmer avec un niveau d'ambiance très élevé. L'idée qu'il y ait ces trous noirs supermassifs dispersés dans tout l'univers et qui émettent des chansons incroyables est une idée très séduisante. Je me demande quand le premier remix de Black Hole sera mis en ligne sur YouTube par quelqu'un. Si vous êtes des DJs doués, faites-en un remix et faites-le moi savoir. Je l'écoute en boucle toute la journée, le son du trou noir. Imaginez que notre univers soit vraiment dans un trou noir et que les extraterrestres qui l'étudient de l'extérieur entendent les Island Boys sortir du trou noir. Mais maintenant, nous ne savons toujours pas avec certitude si nous vivons dans un trou noir. Nous en saurons peut-être plus en étudiant les plus vieux trous noirs de l'univers, ceux qui se sont formés peu après le début du temps, le Big Bang. Le télescope James Webb est si puissant qu'il peut viser ces choses, regardez-le. James Webb a observé un amas de galaxies situé à plus de 11 milliards d'années-lumière, tournant autour d'un quasar rouge et se faisant quasiment dévorer, tout à fait dramatique. Mais reprenons depuis le début. Une équipe internationale de scientifiques a pointé le James Webb Space Telescope sur un objet très particulier, à savoir sur un quasar rouge rare et extrêmement brillant, qui porte le nom poétique de SDSSJ-16520.64 plus 17285.2.3. Oh! Maintenant, le temps de la vidéo est malheureusement déjà écoulé. Au revoir tout le monde! Attendez, il y a bien sûr un peu plus à dire. Commençons par expliquer ce qu'est un quasar. Il ne s'agit pas d'une étrange créature magique du monde de Poudlard ou autre, mais d'une source radio quasi-stellaire. Il s'agit donc d'une source de rayonnement radio extrêmement éloignée et les chercheurs désignent généralement par là le noyau actif d'une galaxie. Lorsque l'on observe ce noyau à l'aide d'un télescope de haute qualité, ce point lumineux a une forme d'étoile. C'est de là que vient le nom de quasi-stellar. Un quasar émet une quantité incroyable d'énergie dans différentes longueurs d'onde et l'on sait aujourd'hui que ces choses n'ont en réalité rien à voir avec des étoiles, mais qu'un quasar est un trou noir au centre d'une galaxie, avec un disque d'accrétion en rotation rempli de matière lumineuse et riche en énergie. Cette matière lumineuse s'agite autour du trou noir, autour du noyau galactique. De notre point de vue, la matière s'éloigne d'abord de nous et subit ainsi un décalage vers le rouge et, en même temps, la matière se dirige à nouveau vers nous de l'autre côté du noyau, ce qui provoque un décalage vers le bleu. Grâce aux lignes spectrales si fortement élargies dans le spectre, les chercheurs peuvent donc très bien distinguer les quasars des étoiles qui ne présentent pas ces énormes décalages. Ce que nous pouvons voir des quasars, c'est l'énorme disque d'accrétion de matière qui émet une super énergie dans l'espace. Ces objets font partie des objets les plus lumineux et les plus énergétiques de tout l'espace. Pour cet hiver, ce serait vraiment pratique d'avoir un quasar dans sa chaudière à gaz. Le quasar le plus ancien et le plus lointain se trouve à 13,11 milliards d'années-lumière de la Terre et le trou noir a une masse incroyable de 1,6 milliard de soleils. Le quasar le plus brillant découvert à ce jour brille à peu près autant, et tenez-vous bien, que 600 billions de soleils. C'est inimaginable. Bon, maintenant, nous avons déjà une idée de ce qu'est un quasar. Et le quasar dont il est question ici est tout d'abord inhabituellement rouge, en raison de ce décalage vers le rouge du matériau lumineux dans le disque d'accrétion. Et autour de ce quasar, des galaxies se sont accumulées. Ce n'est pas nouveau en soi, car Hubble avait déjà pris ce quasar pour cible et les chercheurs avaient déduit des données que la galaxie hôte du quasar s'était associée à une autre galaxie. Jusque-là, rien de très normal et de peu spectaculaire, si l'on peut dire. Mais à l'époque, on n'avait pas prévu qu'il s'agissait en fait de plusieurs galaxies qui s'agitaient autour du quasar. L'astronome Dominika Wilczalek de l'université de Heidelberg déclare à ce sujet « On ne connaît que très peu de proto-amas de galaxies à ce stade précoce. Il est très difficile de les trouver et très peu ont eu le temps de se former depuis le Big Bang.
Cela signifie donc que James Webb a réussi à observer un très ancien amas de galaxies au début de l'univers. Un amas de galaxies n'est d'ailleurs rien d'autre qu'un groupe de galaxies. Notre Voie lactée, par exemple, se trouve dans ce que l'on appelle le groupe local. Il ne s'agit pas d'un groupe de bistrots de villages médiocres ou de quelque chose comme ça, mais vraiment d'un amas de galaxies d'une taille incroyable de 5 à 8 millions d'années-lumière. Outre la Voie lactée, le groupe local comprend également la galaxie d'Andromède et plus de 70 galaxies naines. Et avec l'aide de James Webb et du spectrographe proche infrarouge, NIRSPEC, on a découvert que 3 galaxies entières tournent autour du quasar et tourbillonnent les unes autour des autres. Et cela à une vitesse folle. Imaginez un peu l'énorme masse que doit représenter ce gigantesque trou noir. La particularité de l'instrument NIRSPEC est qu'il permet de collecter simultanément des spectres sur l'ensemble du champ de vision du télescope et pas seulement sur un seul point. Ainsi, James Webb, donc le quasar, a pu scanner les 3 galaxies et l'environnement autour de la même manière. Nadja Zakamska, physicienne à l'université Johns Hopkins, s'est dit en voyant les données, après avoir reçu les données de James Webb, je me suis dit, je n'ai aucune idée de ce que nous voyons, c'est quoi tout ça ? Nous avons passé plusieurs semaines à fixer ces images. Je connais ce sentiment. J'ai toujours ce sentiment quand je dois ranger ma chambre et que je fixe le chaos. Mais sur la base des spectres fournis, les chercheurs ont finalement pu déterminer que le quasar rouge faisait effectivement partie de ce nœud de galaxies denses. Ce quasar pourrait donc simplement être le noyau super-hyperactif d'un amas de galaxies entier. L'équipe pense maintenant que toute cette structure pourrait être l'une des zones les plus denses connues de formation de galaxies de l'univers antérieur. Même un nœud dense de matière noire n'est pas suffisant pour expliquer cela. Nous pensons que nous pourrions voir une région dans laquelle 2 halos massifs de matière noire fusionnent. Déclare Will Zalek à ce sujet. Un halo de matière noire est d'ailleurs la couronne qui entoure les galaxies. Une sorte d'enveloppe de matière noire qui maintient la galaxie en place. Mais tout cela n'est que totalement hypothétique, car personne ne sait encore vraiment ce qu'est la matière noire. Je ne sais pas pour vous, mais je reste sans voix à chaque fois que James Webb fait une nouvelle découverte. C'est tout simplement incroyable de voir à quel point ce télescope peut remonter dans l'espace, c'est-à-dire dans le passé. Des photos d'amas de galaxies qui se sont formées il y a des milliards d'années dans l'univers le plus primitif et qui se rassemblent autour d'un trou noir gigantesque, maniaque et vorace, voilà ce que l'on a maintenant avec ces données. C'est vraiment fou. Les chercheurs vont bien sûr rassembler encore plus de données et toutes ces connaissances devraient nous aider à l'avenir à comprendre comment les amas de galaxies se sont formés dans l'univers primitif et ont finalement formé la toile cosmique que nous connaissons aujourd'hui. Il y a encore tellement de mystères dans l'univers que l'on ne peut pas vraiment décider ce que le télescope James Webb doit regarder ensuite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous aimeriez que James Webb étudie. Des objets de notre système solaire, des exoplanètes avec une vie extraterrestre potentielle ou la région juste après le Big Bang. Je suis super impatient de connaître vos propositions et j'essaierai de répondre autant que possible. C'est promis. Nous avons déjà appris beaucoup de choses sur les trous noirs. Rassemblons toutes ces informations et essayons de déterminer si l'univers est réellement entouré par l'horizon des événements d'un trou noir, s'il existe un univers mère en dehors de ce cosmos et si chaque trou noir de notre univers contient un autre univers fille. Attachez vos ceintures, ça va être la folie. Commençons par une idée de nul autre que Stephen Hawking. Hawking pensait qu'il était possible qu'à chaque fois qu'un trou noir est créé dans notre univers, un bébé univers soit créé, accessible uniquement à un observateur se trouvant dans l'horizon des événements du trou noir. Quelle idée fascinante! Imaginez que vous soyez happé par la gravitation d'un trou noir, que vous franchissiez l'horizon des événements et que, peut-être, ce ne soit pas la mort qui vous attende, mais un univers entièrement nouveau et passionnant. N'essayez pas ça, les gars, je ne veux pas être responsable des morts par spaghettisation. Si l'on pousse plus loin cette idée de Stephen Hawking, on peut penser que notre univers pourrait lui aussi se trouver dans un trou noir. L'astrophysicien Ethan Siegel s'est intéressé de près à cette question et a rassemblé de nombreux indices qui rendent cette théorie absolument plausible. Il écrit « Notre univers pourrait-il réellement avoir été engendré par un trou noir qui se serait formé dans une sorte de grand univers mère, et donnons-nous naissance à un nouvel univers à chaque fois qu'un trou noir se forme ?» C'est une idée fascinante qui mérite d'être explorée. Peut-être faut-il d'abord expliquer brièvement les raisons qui ont conduit à cette idée.
Un trou noir est un objet condensé et doté d'une gravité telle que même la lumière ne peut plus s'en échapper dans une certaine zone. La limite de cette zone d'absorption de la lumière s'appelle l'horizon des événements et plus le trou noir est lourd, plus l'horizon des événements se déplace vers l'extérieur. Et ce qui se passe derrière cet horizon des événements, nous ne le savons pas, car si même la lumière n'en sort plus, alors absolument aucune information n'en sort. Cela laisse donc beaucoup de place à la spéculation. Notre univers est un espace multidimensionnel en expansion permanente. Il se développe certes à une vitesse supérieure à celle de la lumière, de sorte que nous ne pourrons probablement pas atteindre la fin du cosmos. Mais contrairement à une opinion largement répandue, il y a une fin quelque part, même si elle n'est probablement pas un simple mur comme dans le film Truman Show. Ou peut-être que si, pour être honnête, rien ne m'étonnerait vraiment. Que se passerait-il donc si la limite de notre univers était l'horizon des événements d'un trou noir situé dans un univers mère encore plus grand? Vous ne me croyez toujours pas, n'est-ce pas? Les affirmations extraordinaires nécessitent des preuves extraordinaires, comme le disait déjà Carl Sagan. Voici donc quelques indices qui vous feront changer d'avis. Il existe des estimations sur le poids total approximatif de l'univers. Si l'on additionne la masse et l'énergie de toutes les particules contenues dans l'univers visible, on peut se poser la question de savoir quelle serait la taille de l'horizon des événements d'un trou noir de cette masse. Et le résultat est le suivant, l'horizon des événements d'un trou noir de la masse de notre univers serait à peu près aussi grand que les dimensions de l'univers observable. Quelle est la probabilité que ce soit une coïncidence? Peut-être que certains d'entre vous résistent encore et disent « L'univers est beaucoup trop grand, ça ne peut pas être écrasé dans un trou noir, non ?» Démêlons un peu tout ça. Qu'est-ce que cela signifierait si notre univers se trouvait au centre d'un trou noir? Cela signifierait en effet que l'univers serait complètement écrasé, pour le formuler de manière scientifique. Car le trou noir lui-même est un point incroyablement condensé et petit, une singularité est une accumulation de masse sans expansion. Plus le trou noir en engloutit, plus la singularité devient lourde. Mais pas plus grande. Car la particularité d'une singularité est justement qu'elle reste toujours incroyablement petite et possède une extension si minuscule qu'il serait impossible de la décrire avec une quelconque indication de taille. Et ce concept de singularité est depuis longtemps un casse-tête pour les physiciens, car un point incroyablement condensé et sans extension est un peu en guerre avec les lois de la physique. Même Albert Einstein a souvent essayé d'éviter de conclure que les trous noirs et les singularités pouvaient exister, bien que les lois d'Einstein qu'il a découvertes prédisent justement l'existence des trous noirs et donc des singularités. C'est tellement incroyable que même Einstein ne voulait pas l'admettre. Pour faire court, étant donné que nous n'avons aucune idée des lois bizarres qui déterminent la nature d'une singularité, il est absolument possible que nous soyons à l'intérieur d'une telle singularité et que nous ne le sachions pas. La taille appropriée de l'horizon des événements d'un trou noir potentiel et celle de l'univers observable sont des indices forts. Un autre indice pourrait être l'expansion du cosmos. Depuis la naissance de l'univers, il y a environ 13,8 milliards d'années, selon l'opinion largement répandue du Big Bang, l'univers est en expansion. Selon la théorie du Big Bang, il a commencé dans une singularité, comme un trou noir. Mais mystérieusement, l'expansion ne s'affaiblit pas au fur et à mesure que le Big Bang s'éloigne, ce à quoi on pourrait s'attendre, mais elle continue d'augmenter. La raison de ce phénomène est absolument inexplicable et c'est pourquoi les physiciens ont développé le concept d'énergie noire. L'énergie noire fait apparemment croître le cosmos plus rapidement, mais personne ne sait ce qu'est l'énergie noire. Que pensez-vous de ceci? L'énergie noire est une interaction de notre cosmos avec l'extérieur du trou noir, une interaction avec l'univers mère. Peut-être que le trou noir dans lequel nous nous trouvons est en phase de croissance depuis le début de la cosmologie, car il engloutit davantage de matière. Il devient ainsi plus lourd et l'horizon des événements, c'est-à-dire la limite de l'univers observable, se déplace vers l'extérieur. Je sais, cela semble presque trop compréhensible pour être vrai. Parfois, tout est simple. Et encore un troisième argument, l'absence de trous blancs. On dirait une suite au silence des agneaux. Mais cela signifie simplement que nous n'avons encore jamais découvert de trous blancs à l'état sauvage quelque part dans le cosmos. Les trous blancs sont le contraire théorique des trous noirs. On ne peut plus franchir l'horizon des événements d'un trou noir de l'intérieur vers l'extérieur. On est prisonnier du trou noir. On ne peut pas franchir l'horizon des événements d'un trou blanc de l'extérieur vers l'intérieur, donc on ne peut pas y entrer.
On pourrait donc dire que les trous noirs avalent de la matière, que les trous blancs la recrachent et que le lien entre un trou noir et un trou blanc pourrait être un pont de Rose d'Einstein, plus connu sous le nom de trou de verre. Et maintenant, le mystère, les trous blancs sont concevables selon la théorie de la relativité d'Albert Einstein et jusqu'à présent, tout ce qui est concevable selon les théories d'Einstein a été découvert. Mais pas encore les trous blancs. Peut-être pour la raison suivante, notre univers est relié à l'univers mère par un pont de Rose d'Einstein. Et c'est pourquoi nous n'avons encore jamais trouvé de trou blanc, parce que nous ne pouvons pas voir l'univers mère au-delà de notre horizon d'événements. Il se pourrait tout aussi bien que chaque trou noir de notre univers vous recrache dans un univers fille d'un trou blanc. Les trous noirs comme entrer dans un trou de verre dont la sortie est un trou blanc dans un autre univers. D'autres personnes doivent consommer des tas de choses pour avoir de telles idées. Voilà quelques arguments en faveur de l'hypothèse, mais il faut bien sûr aussi noter que ce ne sont pas des preuves. Ethan Siegel écrit « Ce qui manque malheureusement, c'est l'étape cruciale d'une signature clairement identifiable. Nous ne savons pas si notre univers a été créé par la formation d'un trou noir, mais à ce stade, c'est une possibilité séduisante que nous ne devrions pas exclure. Je trouve les indices relativement forts, mais je me dis aussi que l'hypothèse du trou noir a un gros inconvénient, elle ne fait en effet que déplacer la question de l'origine de notre cosmos à un autre niveau. Nous saurions alors que notre univers s'est formé à l'intérieur d'un trou noir. Mais comment l'univers mère est-il né ? De la même manière ? Mais alors, quel a été le début de tout ? Et nous voilà à nouveau confrontés à la plus grande question de toutes, sans avoir vraiment progressé. Mais la science ne serait pas la science s'il n'y avait pas aussi des opinions contraires. Et voilà qu'un autre groupe d'astronomes vient dire « Non, l'univers n'est pas dans un trou noir, l'univers est dans un trou blanc ». Et si vous trouviez déjà incroyable l'histoire du trou noir, alors regardez ça. Au fait, comment l'univers est-il né ? D'où vient tout cela et comment en est-on arrivé à cette situation très étrange qui nous permet de nous tenir ici et de nous interroger sur le cosmos mystérieux ? Petit retour en arrière sur ce qui s'est passé jusqu'à présent, selon la plupart des astrophysiciens, notre univers existe depuis 13,8 milliards d'années. Le point de départ a été, selon l'opinion dominante, le Big Bang. Un acte d'autocréation du cosmos. Toute l'énergie et la matière qui volent aujourd'hui dans l'espace sous forme de planètes, de nébuleuses, d'étoiles, de charmants youtubeurs et ainsi de suite, étaient comprimées en un point minuscule, l'une des singularités. Pour des raisons mystérieuses, ce point a alors commencé à grandir, et à grandir, jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, bien sûr, l'espace a atteint des dimensions gigantesques et est rempli de milliards, si ce n'est de billions de galaxies, et il continue de s'étendre. La grande majorité des galaxies s'éloignent de nous en ce moment même. Voilà en gros l'état des lieux cosmologiques. On pourrait donc se poser une question très pertinente, pourquoi ? La plupart des astrophysiciens répondent, tout simplement. L'univers est né à partir de rien et avant l'univers, il n'y avait tout simplement rien. Mais il existe aussi une théorie passionnante selon laquelle notre univers est le produit d'un trou blanc. Mais pour cela, nous devons d'abord clarifier ce qu'est un trou blanc. Vous pouvez vous imaginer que c'est un peu comme l'équivalent d'un trou noir. Pour simplifier, on peut dire que les trous noirs attirent les choses et que les trous blancs les recrachent. Alors que derrière l'horizon des événements d'un trou noir, aucune force de la physique ne peut s'échapper, pas même la lumière, l'horizon des événements d'un trou blanc ne pourrait surmonter aucune force de la physique de l'extérieur, on ne pourrait donc pas y entrer du tout. Ce serait probablement comme si vous essayiez constamment d'entrer dans un château gonflable, mais que vous étiez repoussé à l'extérieur à chaque tentative. Et si l'on pousse cette idée plus loin, chaque trou noir pourrait être relié à un trou blanc. Cette connexion de ces tunnels spatio-temporels serait alors un pont de Rose d'Einstein ou, dans le langage courant, un trou de verre. Celui qui se laisse aspirer par négligence dans un trou noir pourrait donc être recraché d'un trou blanc tout à fait ailleurs dans l'univers. Mais tout cela n'est que théorie, car la preuve pratique de l'existence des trous blancs n'a pas encore été apportée. On n'a pas encore trouvé de trous blancs à l'état sauvage, mais ils sont possibles dans le cadre de la célèbre équation du champ d'Albert Einstein. Grâce à la solution de cette équation, il a été possible de prédire théoriquement l'existence des trous noirs, bien avant que la première image d'un trou noir ne soit prise. Jusqu'à présent, Albert Einstein avait raison sur tout et on pourrait donc argumenter que les trous blancs existent aussi,
mais que nous ne les avons pas encore découverts en raison de moyens techniques insuffisants. Un autre argument en faveur de l'existence des trous blancs est ce que l'on appelle le paradoxe de l'information. Si quelque chose disparaît derrière l'horizon des événements d'un trou noir et finit par faire partie de la singularité, les informations de cette chose engloutie sont perdues. En effet, l'intérieur d'un trou noir ne possède plus aucune information, à l'exception de sa masse, de sa charge électrique et de son moment cinétique. Il n'est pas possible de recueillir plus de données sur un trou noir. Le célèbre physicien John Wheeler a décrit cela de manière un peu étrange en disant « Les trous noirs n'ont pas de cheveux, c'est-à-dire quasiment rien qui permette de les décrire. » C'est très étrange, mais il y a un principe de physique quantique qui dit que les informations ne peuvent pas être perdues. C'est le postulat de l'unitarité du développement temporel. Quoi ? En termes plus simples, selon la physique quantique, les informations ne peuvent pas être perdues de manière irréversible. Or, c'est précisément ce qui semble se produire dans un trou noir. Le paradoxe. La solution à ce paradoxe de l'information pourrait être, à juste titre, les trous blancs. Les informations ne sont peut-être pas perdues du tout. Cachées à nos regards indiscrets, elles sont tout simplement régurgitées d'un trou blanc quelque part ailleurs. Cela n'a servi qu'à la science. Le principe de la relation trou noir-trou blanc ne s'applique-t-il pas aussi parfaitement à l'univers tout entier ? Le physicien Alagard pense que c'est tout à fait possible et déclare ainsi « Pourquoi ne pas étudier si les trous blancs ont des conséquences aussi intéressantes ?» La géométrie est très similaire dans les deux cas. Cela va même jusqu'à dire qu'ils sont parfois mathématiquement identiques. Le point d'ancrage est la singularité. Une singularité se trouve aussi bien au centre des trous noirs que des trous blancs. Et notre univers a également commencé dans une singularité. Notre univers pourrait-il donc être né d'un trou blanc dont la singularité était en quelque sorte une graine d'univers, à partir de laquelle tout a fleuri depuis des milliards d'années comme une petite plante fragile ? Pour mieux comprendre cela, nous devons nous aventurer un peu dans le domaine de la physique quantique, c'est-à-dire la partie de la physique qui s'occupe des particules élémentaires les plus petites. En effet, dans le cas des singularités, les principes de la physique classique échouent quelque peu, car un point infiniment petit et infiniment condensé n'est pas vraiment possible ou descriptible. Certains théoriciens quantiques quantifient donc l'espace-temps et postulent une théorie quantique de la gravité. Ils en concluent que la vision de la physique classique sur les trous noirs et autres est incomplète. Selon la théorie de la gravitation quantique à boucle, les éléments de base de l'espace-temps ont la forme de boucles extrêmement petites. Des boucles quantiques. Et ces boucles ont une taille finie, donc descriptible, et seraient donc en accord avec la physique. Imaginons une étoile très lourde qui est sur le point de s'effondrer. C'est-à-dire qu'elle finit en hypernova et condense sa masse résiduelle de telle sorte qu'un trou noir se forme. Selon la théorie de la boucle quantique, cet écrasement de l'étoile ne peut pas atteindre le point de singularité, c'est-à-dire le point de densité infinie. Au lieu de cela, l'étoile subirait un saut quantique avant d'atteindre le point de singularité. À partir d'une certaine pression exercée sur la masse résiduelle de l'étoile, le trou noir se transforme en trou blanc. Ce processus de transformation d'un trou noir en trou blanc ne durerait qu'une fraction de seconde et c'est précisément ce saut quantique en boucle d'une étoile mourante qui pourrait être le point de départ d'un nouvel univers. Notre univers pourrait être né de l'effondrement d'un objet très lourd quelque part ailleurs dans un univers mère et de la création d'un trou blanc par un saut quantique. Dans un roc cosmique, pour reprendre ce terme technique, toute la masse et l'énergie ont finalement été éjectées au-delà de l'horizon des événements du trou blanc et notre univers a vu le jour. Le physicien Lee Smolin a popularisé cette théorie et il la décrit ainsi, une étoile qui s'effondre en un trou noir est très rapidement comprimée à une densité infinie et le temps s'arrête. Au lieu de s'effondrer jusqu'à une densité infinie, l'étoile s'effondre jusqu'à une certaine densité extrême, puis rebondit et recommence à se dilater. Le point où le temps s'arrête à l'intérieur d'un trou noir est associé au point où le temps commence dans un Big Bang dans un nouvel univers. Ouf, c'était vraiment une chevauchée sauvage à travers l'espace et le temps. Comme nous l'avons annoncé au début, voyons maintenant quel est l'état d'esprit des gens. Avez-vous changé d'avis sur la théorie du cosmos dans le trou noir au cours de la vidéo ? Avez-vous pensé que c'était improbable au début et que c'était possible maintenant, ou l'inverse ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je me réjouis de ces discussions cosmiques passionnantes avec vous. À propos de cette dimension inimaginable, ma chaîne est sur le point d'atteindre les 5000 abonnés et je sais, d'après les statistiques de YouTube,
que la majorité des spectateurs ne sont pas abonnés du tout. Pourtant, c'est absolument gratuit, cela m'aide énormément et vous ne manquerez plus aucune vidéo galactique. Alors les gars, n'hésitez pas à appuyer sur le bouton d'abonnement. La prochaine vidéo sera elle aussi passionnante. Nous allons découvrir ce qu'il en est des cycles de Milankovitch et comment ils vont bouleverser notre climat. Ne la manquez pas et rejoignez-nous mardi prochain. Sinon, je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir, les amis.